Bonjour. Donc on continue notre promotion de la grève des achats immobiliers qui consiste, je le rappelle, à connaître le marché pour acheter au prix du marché et non pas au-delà et à communiquer les informations autour de soi sur la baisse des prix pour amplifier le mouvement baissier. Dans ma précédente vidéo, je vous ai demandé de m'envoyer des informations sur votre marché local, des informations précises. Alors, pour qu'on puisse travailler, faire des vidéos ville par ville, mettez-moi en commentaire si vous voulez travailler sur une ville pour qu'on puisse faire une vidéo ensemble. L'idée, c'est que, par exemple, si vous habitez à Agen, j'en sais rien, vous tapez YouTube, sur YouTube immobilier Agen, vous n'avez rien. Voilà, donc là, qu'on ait une vidéo ville par ville pour avoir de la présence sur Google. Et puis je vous invite évidemment à vous abonner, liker, partager. Mais bon, l'idée de cette vidéo aujourd'hui, c'est combattre l'argument principal des agents immobiliers et acteurs d'immobilier en faveur d'une hausse des prix, la fameuse hyperinflation. Donc on va expliquer pourquoi l'hyperinflation est un argument bidon pour prétendre à une hausse des prix futurs. Donc les riches aujourd'hui, les rentiers, les grands investisseurs immobiliers sont convaincus que le marché réel n'a plus aucune importance, que l'offre et la demande, on s'en fout, le PIB c'est pas grave, le chômage c'est pas grave, la seule chose qui compte c'est les taux d'intérêt et la dette publique, en gros la planche à billets. Et en gros, ils pensent qu'ils vont nous écraser sous l'hyperinflation. Donc vont-ils réellement nous écraser sous l'hyperinflation si on retarde notre achat pour négocier un peu mieux notre prix ? Tous les cavaliers écossais s'enfuient. Notre cavalerie les piétinera comme du chien dent. Lancez les chevaux. Attaque générale. Cavaliers, en avant! Cavaliers, en avant! Alors, il va y avoir deux mécanismes qui vont nous protéger, nous acheteurs qui sommes en train de retarder nos achats immobiliers, de cette fameuse hyperinflation. Le premier, c'est un mécanisme qui mène à de la destruction monétaire, et le second, c'est le caractère sectoriel de l'inflation. Donc je vais commencer par le mécanisme menant à la destruction monétaire. Alors en décembre, on a un chercheur chez Meilleurs Agents, dont j'ai oublié le nom, l'article a été supprimé, qui nous annonçait en 2021 une baisse des prix de 1%. Alors c'était le tout début du retournement de l'opinion, parce que là on pouvait plus masquer les choses. Moi vous vous rappelez, que ce soit en novembre ou en octobre, quand je parlais d'une baisse des prix, tout le monde me disait que je suis complètement ridicule. Maintenant on table plus sur une baisse de 4% en 2021, avec le consensus un petit peu de tous les médias. Mais bref, ce chercheur, lui, il nous expliquait que le chômage n'avait aucune importance dans les prix de l'immobilier. La seule chose qui comptait, c'était les taux d'intérêt. Et là, j'imagine tout de suite derrière votre ordinateur que vous vous dites, rien que pour penser ça, il faut être vraiment un gros salopard. Et non, vous exagérez, vous pouvez pas dire ça. Vous pouvez pas dire que c'est un salopard. Par contre, vous pouvez probablement dire que c'est un débile. Et je vais expliquer pourquoi. Alors, on va faire un bref historique de la monnaie en 2 minutes. Initialement, la monnaie, c'est quoi? C'est l'or et l'argent, donc c'est une quantité fixe, et c'est la preuve que j'ai effectué un travail. C'est un droit, finalement, à profiter d'une fraction fixe, d'un travail futur. Alors, je vais parler de travail ici. Les économistes parlent plus de création monétaire. Je sais que ça peut perturber les rentiers que je parle de travail, parce que du coup, ils savent pas trop ce que c'est, etc. Bon, là, vous pouvez regarder dans le dictionnaire s'ils ont oublié, mais moi, j'aime bien parler de travail. Et donc pendant très longtemps, le rôle des banques est tout à fait marginal, sauf qu'à un moment, on abandonne l'or et l'argent dans la monnaie. Je ne parle pas uniquement des accords de Bretton Woods. Dès l'instant où on a inventé le billet, ou dès l'instant où on a changé le métal qui composait les pièces, on a abandonné l'or et l'argent. Il ne faut pas oublier que jusqu'en 1970, une pièce de 5 francs, ça contient 10 grammes d'argent métal. Alors on a eu des cas assez exceptionnel. On peut citer par exemple le franc de 1936 en bronze, on sort de la crise, d'une grosse crise économique. On a eu pendant la Deuxième Guerre mondiale un franc en aluminium, mais sinon, voilà, le franc, ça contient de l'argent ou de l'or. Et maintenant, l'euro, c'est quoi? C'est un alliage de nickel, de zinc et de cuivre. Alors, et puis donc, dès l'instant où on a abandonné l'or et l'argent, les banques ou les États ont eu le droit de créer de la monnaie, le droit totalement hallucinant de créer de la monnaie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire intégrer dans la monnaie que chacun contient,
une partie de travail futur. Hein. Quand une banque crée un crédit, elle émet de la monnaie, alors vous allez me dire qu'il va être remboursé, oui d'accord, mais plus tard, pendant un moment, elle a changé la quantité de monnaie, donc elle a changé finalement la valeur de toute la monnaie qui est en circulation, et elle a intégré du travail futur dans cette monnaie. Alors c'est bien pour la banque, c'est bien pour l'emprunteur, par contre pour les autres c'est un petit peu, c'est pas top, hein, ça fait de l'inflation, c'est un vol, hein, ni plus ni moins. Alors c'est un vol évidemment de la valeur de la monnaie pour les épargnants, mais pas uniquement, parce que les épargnants, on pense souvent aux bourgeois, bon, le travailleur, le consommateur qui reçoit un salaire, ben, lui aussi il est volé. Et alors là, vous allez me dire, oui, je suis en train d'expliquer finalement que la banque a une activité parasite de faux monnayeurs. Et certains vont me dire, oui, mais la banque a quand même apporté la modernité en finançant l'innovation, etc. La modernité coïncide avec finalement l'essor des banques. Hein, Jacques Attali va te dire ça, par exemple. Non, je pense que la banque, c'est vraiment un parasite de l'économie. Si son existence coïncide avec la modernité, c'est qu'elle est conditionnée à une croissance qui ne s'arrête jamais. Dès qu'il y a un tout petit peu de décroissance, c'est très dangereux pour les banques. Alors voilà, on se demande pourquoi Attali fait l'éloge des banquiers du Moyen-Âge, mais revenons à nos moutons. Par la suite, il y a eu carrément de la monnaie digitale, donc on le sait, les banques ont émis de plus en plus de crédits par rapport aux dépôts bancaires qu'elles avaient, et donc ça correspond à dire que finalement, dans une monnaie, dans une pièce de monnaie, eh ben, il y a beaucoup plus de travail futur que de travail passé. Mais après, dans l'histoire, il y a eu la crise du Covid. Et je vais vous expliquer pourquoi c'est une opportunité extraordinaire pour nous, les grévistes des achats immobiliers, parce qu'on va pouvoir faire éclater la bulle immobilière, parce qu'on va pouvoir nationaliser les banques, et on va pouvoir frapper les élites au portefeuille comme jamais elles ont été frappées. Baron, la paix, baron, je demande le silence. Les seigneurs, attendez. Sir William, où allez-vous? Nous avons battu les Anglais, mais ils ne resteront pas là. Parce qu'ils savent que vous êtes divisés. Et que comptez-vous faire? Je vais envahir l'Angleterre et défaire les Anglais sur leur propre sol. Les envahir? Mais c'est impossible. Alors pourquoi la chute du PIB dans un pays très endetté qui n'est pas propriétaire de sa propre monnaie mène à de la destruction monétaire? Alors pour rappel, la France est championne olympique de l'endettement. On parle tout le temps de l'Angleterre ou des USA quand on parle de dette, sauf qu'on se focalise sur la dette publique. Il ne faut pas oublier que les ménages français sont parmi les plus endettés au monde et les entreprises françaises sont parmi les plus endettées au monde. Alors, dans cette configuration, une grosse partie de la monnaie, finalement, qui est en circulation, eh ben, elle contient du travail à venir, du travail futur. Et pour qu'il y ait toujours la même quantité de monnaie en circulation, à partir du moment où une grosse partie de cette monnaie, c'est de la dette, ben, il faut que la quantité que je rembourse à la BCE, à la Banque centrale, chaque mois, eh bien, elle soit égale à la quantité de nouveaux crédits que j'émets chaque mois. Et puis, à un moment, arrive une baisse du PIB. Alors, une baisse du PIB, la première conséquence, c'est la baisse du revenu, des revenus. Par exemple, le chômage partiel, hein, même s'il y a le chômage partiel, ça reste que 70% du revenu habituel. Puis les restaurants fermés, par exemple, eh ben, même s'ils ont des aides, même admettons que les aides couvrent tout, et qu'ils râlent pour rien, pendant ce temps-là, ils sont pas en train de faire du black. Donc, ils ont une baisse des revenus. Donc, une baisse des revenus, ça veut dire qu'il y a il y a moins de projets immobiliers. Alors, moins de projets immobiliers, pourquoi? Parce qu'ils ont une baisse de revenus, mais aussi parce que certains savent que les prix vont baisser, donc ils retardent leurs projets. Alors, tu vas me dire, ils sont peut-être débiles, hein, ces gens. Hein. On est peut-être tous débiles, et c'est peut-être toi qui as raison, les prix vont peut-être pas baisser. Mais en attendant, on existe, on pourrait faire un projet immobilier, et on le fera pas avant que les prix baissent. En tout cas, on attend. On a cet espoir-là. En sachant que avant ça, si on vraiment voulait faire notre projet immobilier, c'est parce que les prix augmentaient de 5% chaque année, hein, à cause de cette monnaie qui était rajoutée à chaque fois en circulation dans l'économie. Et donc, on savait qu'il fallait faire un achat maintenant, tout de suite, parce que si on le fait dans 10 ans, ça va devenir compliqué. Voilà, on était obligé, il y avait une pression. Cette pression, elle a disparu. Et puis, les banques sont plus prudentes. Rappelons que les banques vendent du revenu, finalement, du revenu futur. Alors, quand il y a une baisse du PIB, elles savent que le revenu à venir va baisser. Alors, ça ne veut pas dire qu'elles vont plus émettre de crédit, mais elles vont être plus prudentes. Par exemple, elles vont demander un apport un peu plus important. Bref, ça mène tout ça à une baisse de l'émission de nouveaux crédits. Et puis, les projets secondaires également sont ralentis, hein, parce que si les gens ne vendent pas leur maison
Alors on se doute bien que si voilà un projet secondaire, ils allaient vendre leur maison, en racheter une autre plus chère et puis émettre un crédit en attendant. Bon voilà, le rapport de 200 000 euros, vu qu'ils l'ont pas parce qu'ils n'ont pas vendu leur maison, ils vont pas pouvoir émettre un nouveau crédit de 300 000 euros pour acheter la maison à 500 000 euros. Bref, encore une baisse de l'émission de crédit. Rappelons que pour le moment, chaque mois, les gens remboursent leur crédit immobilier ou industriel à leur banque et donc à la BCE pour faire de la destruction monétaire. Et puis tout ça, vu qu'il n'y a plus de ventes, il y a moins de plus-value. Alors, tu vas me dire, oui, mais t'es débile, les prix vont augmenter et la plus-value, on va la faire. Peut-être que je suis débile. Sauf que pour le moment, vu que tu vends pas là tu vois, il y a aucune vente. J'ai déjà fait des vidéos là-dessus sur plusieurs villes. Il n'y a pas de vente, beaucoup moins de ventes qu'avant. Cette plus-value, tu la fais pas. Alors, tout ça, la baisse des revenus, la baisse des plus-values, ça mène à quoi? À une baisse de la consommation. Comme il y a moins de consommation, il y a moins d'investissement des entreprises. Donc, les entreprises vont émettre un peu moins de crédit. Alors, tu vas me dire, oui, mais les entreprises se sont encore plus endettées qu'avant. Attention, c'est de la dette publique, ça, de la dette garantie par l'État, et c'est pas vraiment de l'investissement, c'est plutôt de la dette de survie. Et puis, il va y avoir des faillites personnelles et professionnelles. Alors, pour le moment, on a moins de liquidations judiciaires que les années précédentes. Parce que on a allongé les délais de paiement, parce qu'on a accordé des aides, etc. Mais tout le monde sait très bien qu'à un moment donné, il va y avoir des faillites personnelles, professionnelles, et donc il va y avoir des biens en solde, et les prix vont baisser. Si la banque saisit un bien immobilier parce que le mec n'arrive pas à rembourser son crédit, ou un restaurant, et qu'elle le met en vente sur le marché, là maintenant aux enchères, les acheteurs, ils courent pas les rues, même les autres restaurateurs sont tous complètement asphyxiés, il y a personne qui veut investir dans un restaurant en ce moment, bref, ça va être vendu pas cher. Et tu vas me dire, oui, mais non, il y aura pas de baisse des prix, parce que moi, je vendrai pas mon bien, oui. Alors peut-être que toi, tu vas pas vendre ton bien, et peut-être que tu as raison et que je suis débile. Mais en attendant, les gens qui seront obligés de vendre leur bien alors qu'il n'y a pas d'acheteurs en ce moment, ils seront obligés de le vendre pas cher. Donc, encore, un peu moins d'émissions de crédit. Et puis, avec tout ce contexte-là, il va y avoir du chômage, forcément. Donc, quand je suis au chômage, moins de projets immobiliers. Et puis alors, après, qu'est-ce qui se passe? Après, on recommence. Pourquoi? Parce que tout ça, ça entraîne une baisse du PIB. Bref, on détruit de la monnaie, puisqu'on rembourse plus de dettes à la BCE qu'on en émet. Ce qui est bien normal, puisqu'on a une baisse du PIB. Et puis, sur ce, arrive l'État en grand défenseur des rentiers, l'État qui va émettre de la dette publique, la fameuse hyperinflation. Donc voilà, l'État arrive pour sauver les rentiers, il supplie la Banque centrale de lui accorder de la monnaie pour éteindre un petit peu tous les incendies qui sont en cours, et donc par exemple il va faire le chômage partiel qui va permettre de maintenir une certaine consommation malgré la baisse de l'activité. Il va aussi élargir les conditions d'accès au crédit. Vous vous rappelez, il y a un mois, l'État a permis aux particuliers de s'endetter à hauteur de 35% de leurs revenus au lieu de 33%. Alors moi, ça m'a mis la puce à l'oreille tout de suite. Je me suis dit, l'État, il dit, s'il vous plaît, continuez d'acheter, n'arrêtez pas d'acheter. Et à l'époque, j'avais un doute, parce que moi, je faisais des vidéos pour dire qu'il va y avoir une crise immobilière. J'étais le seul, depuis mars 2019, à dire ça. Et l'un des seuls, en tout cas. Et donc, comme tout le monde se foutait de ma gueule, je disais, merde, putain, ça se trouve, ils ont raison. Et quand j'ai vu ça, j'ai compris, là, l'État vraiment a besoin, donc l'État soutient évidemment les achats immobiliers. Et puis l'État continue de balancer de la monnaie. Il va, par exemple, pour les minima sociaux, augmenter un petit peu les APL. On a vu de 150 € par-ci et par-là pour chaque confinement, pour soutenir un petit peu la consommation. Il va aider pour le financement de l'activité des entreprises, par exemple, en finançant davantage la rénovation énergétique avec des aides, des prêts à 0%, etc.
L'État allonge le délai à partir duquel une entreprise tombe en liquidation judiciaire. L'État, qu'est-ce qu'il a fait? Il a encore forcé les banques à accorder des mensualités de retard dans les remboursements des crédits immobiliers et d'entreprises. Répond aux demandes de tous les industriels qui viennent le voir tous les 2 jours pour expliquer ce qu'ils sont en difficulté. Un jour c'est l'automobile, le lendemain c'est l'aéronautique, le surlendemain le BTP. Sauf que l'État, en voulant jouer la carte de l'hyperinflation, oublie quand même qu'il a la même monnaie que la Hollande, que l'Allemagne, que l'Autriche, que les pays du Nord, qui eux ne veulent pas d'inflation, l'Allemagne ayant été traumatisée par l'inflation après la Seconde Guerre mondiale, et puis ils sont en excédent budgétaire, alors franchement c'est pas dans leur intérêt d'émettre de la tête de manière illimitée. Attendez! Et puis c'est bien joli cet argument de l'hyperinflation, mais on parle d'une augmentation de la dette publique à hauteur de 20% du PIB, ce qui fait à peu près 400 milliards de dollars. Une crise immobilière et industrielle en France, c'est 3 000 et 4 000 milliards de dollars qui disparaissent en fumée. Est-ce que l'État peut compenser ça? Je ne crois pas. Ou est-ce qu'on va le laisser faire? Encore moins. Je vais pas vous refaire le résumé des 6-7 vidéos précédentes dans lesquelles je parlais de tout ce qui va mener à une baisse des prix. Je vous expliquais comment aller chercher les informations officielles pour vérifier par vous-même, comment travailler d'ailleurs les informations pour étudier votre marché local. J'ai parlé de l'épargne, j'ai parlé d'énormément de choses. Là, on va parler du caractère sectoriel de l'inflation. En deuxième partie, ce qui va encore renfoncer le clou pour discréditer cet argument de l'hyperinflation. Donc là, j'insiste, c'est maintenant qu'il faut faire grève, il faut bien négocier ses prix ou attendre jusqu'à ce que les prix baissent. Qu'est-ce que vous avez à perdre? Pas grand-chose. Il faut communiquer sur la baisse des prix, que les gens aient les arguments, connaissent vos arguments avec les bons arguments. Il faut casser le moral des investisseurs fous en leur disant voilà, tu peux acheter maintenant, mais par contre, voilà ce que tu risques. Bref, il faut frapper. Là, on a l'occasion inédite de frapper en plein cœur et de frapper extrêmement fort. Par contre, il faut le faire maintenant. Attendez! Encore! 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 Envoyez les hommes à pied. Messire. Alors puis le deuxième mécanisme qui va nous protéger, nous qui retardons notre achat immobilier de l'hyperinflation, c'est le caractère sectoriel de l'inflation. En tout cas, ça va nous protéger pour plusieurs années. Alors on reprend notre schéma de financement de l'économie. Donc la banque centrale prête de l'argent aux banques privées qui va prêter de l'argent aux différents acteurs de l'économie. Donc les pauvres, on leur prête pas d'argent parce qu'ils n'ont pas de garantie. Les entreprises, on leur prête un petit peu d'argent pour qu'elles fassent des investissements. Les classes moyennes, on va leur prêter un peu plus d'argent parce qu'on peut hypothéquer le bien immobilier qu'elles vont acheter, donc du coup il y a quand même une garantie. Et puis les riches, on va leur prêter plein de pognon pour qu'ils puissent investir sur le marché action. Donc du coup, avec le temps, forcément, ça fait créer des bulles différentielles. Donc le marché action gonfle de manière totalement incroyable. On a rajouté énormément de fausses monnaies dedans. Donc le marché immobilier a gonflé lui aussi un petit peu moins, mais il a bien gonflé.
Les entreprises ont un petit peu de mal à se financer, mais bon, ça passe encore. Et puis alors, les salaires sont complètement écrasés sous l'hyperinflation, du coup, à la longue, au bout de 10 ans de ce mécanisme-là, on te rend compte qu'il ne reste pas grand-chose des salaires. Bon, et puis, heureusement, l'État, avec de la dette publique, va un petit peu compenser ces bulles différentielles en rajoutant un petit peu des minima sociaux, en complétant les salaires, avec par exemple la prime d'activité, en permettant aux gens un petit peu pour simplement que le système soit solvable, parce que les gens, il faut qu'ils payent leur loyer, alors du coup, on va leur donner des APL pour qu'ils puissent continuer à alimenter la bulle immobilière. Bref, voilà, ça c'est le mécanisme habituel auquel les investisseurs immobiliers sont habitués, et donc ils savent qu'ils vont toujours gagner plus d'argent parce que ils auront de la fausse monnaie. Parfait. Mais dans le cas de la crise du Covid, certes, l'État a injecté beaucoup de monnaie sous forme de prêts, je suis d'accord, mais pas du tout aux mêmes personnes. Ceux qui ont été aidés en priorité, c'est les entreprises en difficulté. Alors le marché action a été aidé, ça c'est une certitude. Si c'est pas en Europe, en tout cas c'est aux États-Unis. Enfin, c'est certain que si les marchés ont atteint des records historiques, c'est pas pour rien. On sait très bien que les riches investissent beaucoup plus sur le marché action, des obligations, des matières premières que dans l'immobilier. L'immobilier c'est vraiment à la marge pour eux, pas assez liquide, pas assez rentable. Et puis, voilà, le marché action, il est tellement surfinancé avec de la fausse monnaie que, voilà, il faut acheter. Alors, on remarque quand même que le CAC 40 n'a pas retrouvé ses niveaux d'avant-crise, alors que on atteint des records sur le Nasdaq, voilà, aux États-Unis, des records historiques. Ok, les entreprises en difficulté, on a aussi soutenu les salaires, les minima sociaux, d'accord, parfait. Et puis, l'immobilier, là-dedans, il n'a pas eu grand-chose, voire quasiment rien du tout. Autre phénomène qu'on va avoir avec cette crise du Covid, c'est un creusement du déficit de la balance commerciale. Pourquoi ? Parce que les entreprises ont produit moins et on a soutenu la consommation autant qu'on le pouvait. Donc on a consommé quasiment finalement autant qu'avant sans produire. Et forcément, ça creuse la balance commerciale. On n'exporte plus rien, on a l'aéronautique qui est à l'arrêt, on a beaucoup de secteurs comme le tourisme qui soutenaient nos exportations finalement ou nos importations de devises étrangères qui sont à l'arrêt. Donc voilà, creusement de la balance commerciale, ce qui veut dire que j'ai une partie de la monnaie qui a été intégrée dans mon système qui se barre déjà à l'étranger. Et puis, on a les faillites personnelles et d'entreprises. Alors, il faut savoir que quand une entreprise ou un particulier ne paye pas ses loyers parce qu'il fait faillite, tu retrouveras jamais tes loyers impayés. Une entreprise qui a 1 an de loyer impayé et qui fait faillite, je connais bien le domaine. Si elle est en liquidation judiciaire, le liquidateur, ce qu'il va faire, c'est qu'il va payer en priorité les salaires, les fournisseurs, et puis toi, avec tes loyers impayés, t'es au même rang que les assurances, c'est-à-dire en dernier, c'est-à-dire que tu n'auras rien du tout. Donc bref, je pense qu'il faut arrêter de nous bassiner avec l'hyperinflation, c'est vraiment pas une menace pour nous. C'est bien.